Nous allons à présent parler culture et numérique avec cette question centrale. Pourquoi n'existe-t-il pas de Netflix européen ? Ceux qui s'intéressent le plus à la politique se souviendront que c'était l'une des promesses de campagne, ou en tout cas l'une des idées émises par Emmanuel Macron en 2017. C'est l'une des promesses qui n'a pas pu être tenue. En tout cas, on peut commencer sur une note positive par une bonne nouvelle. L'Union européenne, c'est un marché numérique énorme, 445 millions de personnes, mais la mauvaise nouvelle, c'est que ceux qui en profitent le plus, en tout cas au niveau des plateformes, ce sont les Américains. Alors, pourquoi n'existe-t-il pas de Netflix européen ? Alors, ce qu'on entend le plus souvent depuis 10, 20, 30 ans, c'est oui, alors c'est compliqué, il y a beaucoup de blocages, il y a beaucoup de difficultés, il y a des problèmes linguistiques, il y a des barrières, il y a des problèmes de culture, de droit, de territoire, de financement. Alors, les Américains, eux, ne savaient pas que c'était impossible et du coup, ils l'ont fait. Donc on voit, ils ont tout raflé. Alors je ne parle pas juste de Netflix, là pour le titre on a juste mis Netflix, mais il y a aussi Amazon Prime, il y a Apple TV, il y a Disney+, il y a Paramount+, qui arrive. Alors comment est-ce qu'on explique ce phénomène-là ? Le fait que cette sphère publique européenne, ceux qui en profitent le plus, ce sont les Américains. Quels sont les blocages ? Que faudrait-il pour favoriser l'émergence d'un Netflix européen ? Quelles solutions pourrait-on identifier en matière de législation, de droit, de financement ? Alors on a la chance d'avoir vraiment un très beau panel aujourd'hui pour discuter de ça. Je me permets de le dire parce que c'est pas moi qui l'ai composé, mais j'ai beaucoup de plaisir à modérer cette discussion. Il y en a peut-être un que j'aurais pas pris, c'est Jean Quatremer, mais voilà, qui regardait ailleurs d'ailleurs à l'instant. Alors voilà. Alors juste pour info, moi je présente une émission qui s'appelle La Faute à l'Europe sur France Info et LCP et Jean est mon assistant sur cette émission et il participe chaque semaine et voilà, ça fait des semaines chargées et manque de bol le week-end, on me colle à nouveau avec lui. Donc je vais vous présenter les uns les autres. D'abord à ma gauche, Marie-Isabelle Cotte, bonjour. Vous êtes directrice de la gestion d'Arte GEIE, donc vous vivez à Strasbourg. Arte, c'est finalement, on va dire, l'un des bons exemples de plateforme. Donc voilà, c'est tout. On n'est pas trop alarmiste. Enfin, il faut quand même mettre un petit peu d'intensité, un peu de tension et de dire que tout va mal. C'est comme ça que ça génère de l'intérêt. Mais en tout cas, Arte, c'est un bon exemple. Donc c'est bien de vous avoir ici. Ça donne de l'espoir. Vous avez été dans votre parcours responsable du développement européen d'Arte. Donc là, c'est ce dont il va être question aussi, de parler de développement européen. Et alors, votre président, j'ai regardé un petit peu en préparant cet échange, Bruno Patino, il a dit quelque chose d'intéressant. Il a dit dans la presse, nous ne sommes plus une chaîne, Arte a tout ce qu'il faut pour devenir une grande plateforme européenne. Bon, vous allez nous expliquer ça. Lauriane Bertrand, bonjour. Donc vous êtes à Bruxelles, alors n'hésitez pas, vous avez des micros, alors si c'est juste pour dire bonjour ça va, mais après pour intervenir n'hésitez pas à les utiliser. Vous êtes membre du cabinet de la commissaire européenne Maria Gabriel, la Bulgare, qui est commissaire à l'innovation, à la recherche, à la culture, à l'éducation et à la jeunesse. Et au sport. D'accord. Grande compétence européenne. Vous êtes donc notamment en charge au sein de ce cabinet, parce que vous êtes, au niveau du portefeuille, vous attribuez les différentes responsabilités, et vous vous occupez d'Europe créative. Creative Europe, c'est le programme qui est dédié au secteur créatif et audiovisuel, avec une coquette somme, hein, c'est 2,4 milliards de budget sur les 7 ans du budget pluriannuel européen. Et on va voir avec vous finalement quel rôle peut jouer la Commission pour débloquer des verrous. Oui, parce que c'est loin d'être le seul soutien à ces industries culturelles et créatives que l'on est. Mais je vous en dirai plus tout à l'heure. Absolument. Donc voilà, il y a débloquer des verrous et puis aussi peut-être desserrer les cordons de la bourse. Et vous allez parler aussi peut-être de Horizon Europe, le programme qui a remplacé Horizon 2020. Et là, il y a 95 milliards. Absolument, c'est le plus grand programme de recherche et d'innovation au monde. Voilà. Marco Landi, bonjour monsieur.
Alors, vous avez, vous aussi, un parcours très intéressant. Vous avez été directeur d'Apple Monde, numéro 2 d'Apple. Et alors, ce qui est intéressant, j'ai vu aussi votre biographie, j'ai lu certaines interviews que vous avez accordées, et vous êtes vraiment un manager qui est capable de retourner les situations. Oui. Et c'est ce dont on a besoin, là, c'est de retourner la situation. Donc, exactement. Vous allez nous coacher un petit peu. J'espère. Je donne juste un exemple. Alors, vous avez travaillé pour Texas Instruments. Moi, j'ai eu une calculatrice, Texas Instruments, au lycée. Et en fait, vous aussi, non? Et alors, ce qui est intéressant, c'est que vous étiez à un moment donné en charge d'Apple Europe, qui perdait de l'argent, 100 millions de dollars par an. En 12 mois, vous avez retourné la situation et Apple se retrouve, Europe, gagnait 300 millions par an. De profit. De profit, oui, c'est ça. 300 millions de profit. Du coup, à Cupertino, à Apple Monde, ils se sont dit, tiens, lui, on va le faire venir. Et c'est comme ça que vous êtes retrouvé numéro 2 d'Apple Monde. Et c'est là que j'ai rencontré Steve Jobs. Mais vous l'avez même plus ou moins embauché. Que j'ai fait rentrer dans la boîte. D'accord. Parce qu'il était viré 1985 et nous, on l'a fait revenir 1996. 11 ans après. Et vous avez vu qu'on a changé vraiment le monde. Voilà. Donc rien que ça. Rien que ça. Et c'est même Marco Landi qui a suggéré le col roulé à Steve Jobs. Non. Ah non, mais c'est vraiment... Et puis la morsure aussi dans la pomme, c'est Marco Landi. En tout cas, ce qui va être intéressant aussi, c'est que vous êtes un passionné d'intelligence artificielle. Vous avez créé, vous avez fondé l'Institut Europia. Intelligence artificielle, intelligence européenne. Européen. Et on va pouvoir voir, parce que parmi les obstacles, les difficultés qui sont souvent énumérées pour justifier la difficulté pour les Européens d'avoir un marché numérique, des plateformes, etc., c'est le problème des langues. Peut-être que l'intelligence artificielle peut nous aider grandement. Donc on va voir les solutions que ça peut apporter. J'espère bien. C'est notre mission. Voilà. Et puis Jean Quatremer, correspondant européen de Libération, éditorialiste dans La Faute à l'Europe sur France Info et LCP. Alors c'est toujours bien d'avoir un Jean Quatremer dans un panel parce que le Jean Quatremer, il met les pieds dans le plat. Donc finalement, c'est à toi que je vais poser la première question. On se vous voit là, ensuite on se vous voit. Ensuite. Pourquoi est-ce que, à ton avis, on a été incapable jusqu'ici de créer un Airbus? Vous ne faites pas piquer le micro parce qu'il ne va pas le rendre. Hein. C'est fini, voilà. Pourquoi est-ce qu'on a été incapable de créer un Airbus de l'audiovisuel? La réponse est simple, c'est que tout simplement, il n'y a pas d'espace public européen. On parle, il y a 27 États membres, 24 langues différentes, 27 cultures différentes, 27 histoires différentes, 27 façons de rire différentes, 27 façons d'être, et qui fait que les produits, par exemple français, par exemple le cinéma français, c'est dialogue entre un camionneur et un lampadaire pendant 3h30. Ça ne fait rêver que les Français, mais ça ne fait pas rêver par exemple le public italien ou le public allemand et ainsi de suite. Les seuls qui ont été capables de trouver un langage universel jusqu'à présent, ce sont les Américains, dans la foulée de la Seconde Guerre mondiale, où ils ont imposé en partie leurs normes économiques, leurs normes juridiques. C'est eux je rappelle quand même que c'est eux qui ont écrit la Constitution allemande, mais aussi leur culture. En plus, nous sommes une série de petits villages gaulois. À la différence des États-Unis, vous avez 27 marchés différents, avec chacun son droit de la propriété intellectuelle. Surtout, on ne va pas partager avec le voisin. Donc, par exemple, moi, Arte Belgique, il y a des choses qui passent sur Arte France. Si je n'ai pas de VPN, je ne peux pas le regarder en Belgique. Même espace francophone. Mais Netflix en joue aussi, parce que Netflix Belgique n'est pas Netflix France, qui n'est pas Netflix Italie. Donc ils sont aussi coincés par des questions, alors je dis en joue, parce que parfois c'est intéressant, mais aussi parfois ils sont coincés par les différences de régime juridique. Dernier point que je voudrais évoquer rapidement, c'est la question aussi de l'intérêt national. La culture, c'est une arme. C'est une arme, comme l'agriculture, comme le militaire. Et donc, c'est vrai que les Européens, naturellement, par exemple les Allemands, quand ils font du militaire, ils le font avec les États-Unis, pas avec la France. Donc, on a beaucoup de mal à travailler avec l'Allemagne. Et en plus, on n'a pas envie d'avoir des acteurs
étrangers, sauf américains, parce que les Américains assurent notre défense. Donc on a accepté, on a abdiqué devant les Américains, alors qu'on n'est pas prêt d'abdiquer devant un autre pays européen, ou on n'est pas prêt qu'il y ait un leadership d'un autre pays européen dans le domaine de la culture. Parce que c'est quelque chose qui appartient à l'intérêt national. Donc, à chaque fois qu'on a tenté, imaginons par exemple Bertelsmann arrive en France, regardez ce qui vient de se passer avec M6, des acteurs veulent acheter des chaînes de télévision, veulent consolider le secteur des médias en France. Qu'est-ce qui va se passer? Ou le secteur même des médias écrits, pas seulement audiovisuels. L'État s'en mêle immédiatement, parce qu'on ne va pas laisser un étranger faire main basse sur le secteur de la culture, le secteur de l'information, parce que c'est un vecteur d'influence. C'est comme ça qu'on le conçoit. Arte, c'est intéressant. Oui, mais ça, il faut le regretter ou c'est une bonne chose? Non, je le regrette, ça prouve qu'il n'y a pas d'espace public européen, ça prouve que nous ne sommes pas une fédération européenne, nous sommes une confédération d'États où chacun est assis sur son petit domaine de souveraineté. On arrive à partager des choses, on arrive à le faire. Arte est un bon exemple. C'est la volonté de François Mitterrand et de Helmut Kohl, une volonté politique extrêmement forte qui a créé Arte. Mais je peux vous assurer, moi j'ai déjà bossé avec Arte, et même au service, par exemple, quand on travaille en matière d'information avec les Allemands, Français et Allemands, on est d'accord sur rien. Je vais vous donner un exemple. Quand un rédacteur en chef dit on va faire un reportage aujourd'hui sur tel sujet, le Français prend sa caméra, il part et il va réfléchir en marchant comment il va faire son sujet. L'Allemand, lui, va rester assis et il va attendre, il va réfléchir. Et à 19h55, 5 minutes avant le début, il va dire « Non, je ne peux pas le faire. Non, vraiment, c'est pas possible, j'ai pas les moyens, etc. » Et moi, j'ai vu des rédacteurs en chef devenir complètement dingues à Arte. Il y a très longtemps, on m'avait proposé de devenir rédacteur en chef au service information d'Arte. Et j'avais dit non. Moi, je parle allemand, j'adore l'Allemagne, c'est pas un problème. Mais je sais que dans ces secteurs-là, on n'arrive pas à travailler ensemble. Je pense que Marie-Isabelle Cotte, directrice gérante d'Arte, oui, donc... est bien placée pour intervenir. Pardon, donc bonjour à toutes et tous. Je suis ravie d'être ici aujourd'hui. Effectivement, je vais commencer par ce dernier point, puis après peut-être élargir un peu sur ce qu'on fait depuis 30 ans et ce qu'on fait aussi depuis quelques années avec ce qu'on a appelé un peu notre mue européenne, même si on a été européen dès le départ chez Arte. Donc déjà, fort heureusement quand même, chez Arte, on arrive à produire tous les soirs depuis maintenant quand même plus de 25 ans, un journal d'information avec une rédaction qui est franco-allemande. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des problèmes au quotidien, et ça vaut d'ailleurs pour tout un tas d'autres équipes au sein du groupe Arte, c'est-à-dire qu'on produit de l'information vraiment avec une rédaction, et quand je dis on produit de l'information, c'est un même journal qui est simplement incarné différemment en France et en Allemagne, mais ce sont les mêmes sujets, c'est vraiment la même approche, qui est marqué par ce regard croisé franco-allemand, et même maintenant qu'on va ouvrir à l'Europe, mais je vais y revenir. Ou en tout cas qui a toujours été ouvert à l'Europe, mais qu'on va ouvrir à des collègues européens. Juste donc, le journaliste qui part tout de suite et qui réfléchit en marchant, le français, et l'allemand qui, lui, ne part pas, réfléchit et finalement dit non, je ne peux pas le traiter. Il a grossi le trait ou c'est un peu ça quand même, entre le français et l'allemand? En fait, ce qui se passe, c'est que c'est vraiment une rédaction qui est franco-allemande, donc avec des journalistes français et des journalistes allemands qui travaillent ensemble depuis un grand nombre d'années et qui ont appris, je pense, à aller au-delà peut-être de différences qu'ils avaient pu avoir de manière culturelle ou dans leur formation, et puis aussi parfois des choses qui sont des traits de caractère, si je peux me permettre. Oui, non, on est bien sûr qu'il y a des soucis au quotidien, ça peut arriver, des divergences. Il n'y a jamais de conférences de rédaction qui sont annulées au dernier moment? Non. Je pense par exemple au Conseil des ministres franco-allemand qui vient d'être annulé. Bien sûr que non, et c'est ça la force de mon point de vue, même si bien sûr je ne suis pas objective et je travaille pour Arte depuis longtemps, mais c'est ça la force de cette collaboration, c'est-à-dire qu'en fait, on a vraiment établi à la fois d'un point de vue éditorial, mais aussi sur toutes les fonctions. On a aussi des enjeux franco-allemands en matière de ressources humaines, en matière de financement. Mais là-dessus, on a vraiment cette force de travail en commun et on a trouvé des solutions pour dépasser effectivement des différences que je ne nie pas, qui existent, bien entendu. Donc c'est possible. Donc c'est possible. Peut-être si vous me permettez juste, parce que donc, Arte a fêté ses 30 ans d'émission cette année. Effectivement, au démarrage d'Arte, on avait donc une diffusion en broadcast en français et en allemand. Et en 2007, on a lancé donc notre plateforme de rattrapage. On était, je crois, dans les premiers à le faire. Et c'est vrai qu'à cette occasion, quelques années plus tard, on a profité de la délinéarisation de la diffusion pour aller au-delà d'un point de vue linguistique. Et ça, je crois que c'est vraiment, pour nous, ça a été un fait très marquant.
Et c'est aussi ce qui ouvre tout un tas de possibles pour les plateformes. C'est-à-dire qu'on a pu proposer des contenus. Aujourd'hui, c'est 1500 par an qui sont disponibles en 6 langues, donc 6 langues européennes qui permettent... 1500 contenus différents, c'est ça? Tout à fait. Okay. Et je me permets aussi de rebondir sur la question des territoires. Ces 1500 contenus, ils sont disponibles pour moitié même dans le monde entier. Et les 1500 sont disponibles dans toute l'Europe, dans tous les pays de l'Union européenne. Donc bien sûr que c'est un début, et je rebondis sur ce que vous citiez de Bruno Patino, on peut faire beaucoup plus, et pour ça on a besoin de soutien. On a déjà un soutien européen, et je tiens à le saluer parce que c'est ce soutien européen à la fois du Parlement, de la Commission, de l'Union européenne qui nous a permis d'aller au-delà de la diffusion en français et en allemand, qui encore une fois, je le répète, est la clé. Alors c'est pas la seule clé. Donc c'est un soutien financier. Tout à fait. D'accord. Dans le cadre d'Europe Créative et puis dans le cadre de différents projets, on a lancé donc en 2015 le premier projet qui consistait à développer l'anglais et l'espagnol sur une sélection de contenus. On a aussi un projet qui nous permet de proposer une offre de cinéma qu'on a ouvert au cinéma de patrimoine l'année dernière, qui est aussi financé dans le cadre d'Europe Créative. Là, très bientôt, grâce à un soutien dans le cadre d'une action préparatoire, on va lancer un format hebdomadaire d'information en anglais et en espagnol, en plus du français et de l'allemand. On a aussi initié, et ça j'y reviendrai parce que je trouve que c'est intéressant qu'on se parle aujourd'hui aussi de ce que ça veut dire. Vous disiez de manière très catégorique et par certains aspects, je vous rejoins, qu'il n'y a pas d'espace public européen. Nous, ce qu'on observe, c'est quand même que, notamment d'un point de vue culturel, il y a des très fortes communautés d'intérêt transnationales. Je prends l'exemple de l'opéra. On a fait, il y a quelques années, un premier projet de saison européenne d'opéra en partenariat avec un grand nombre de maisons en Europe. Aujourd'hui, on en a 23. Et vraiment, on a des succès d'audience sur des créations lyriques, contemporaines et classiques qui sont transnationaux au niveau de toute l'Europe. Et ça, pour moi, je trouve que c'est très important. Et on l'observe. Alors, bien sûr, quand on parle de l'opéra, j'entendais tout à l'heure Alex Taylor dire que voilà, il fallait aussi penser à l'Eurovision et qu'il ne fallait pas être snob. Je parle aussi, par exemple, ce que je dis sur les communautés d'intérêt transnationales, on le retrouve sur le métal. On a... Voilà, et on voit que ces contenus circulent et ils sont vus vraiment dans toute l'Europe. Et ça, je pense que c'est aussi un des points qu'il faut absolument aborder aujourd'hui. D'accord. Donc, en fait, tout ce qui est niche marche. Ou vous allez me dire, c'est pas niche, l'opéra, le métal. Alors, pour moi, le métal, c'est niche. Je ne sais pas combien ici écoutent du métal, mais... Alors, je ne veux pas monopoliser la parole parce que je pense qu'on peut vraiment aller beaucoup plus loin. Ce n'est pas du tout tout ce qui est niche. Ce que je voulais dire par là, c'est que vraiment la circulation de contenu culturel, et je dirais même parce qu'il y a aussi une réflexion sur l'information à avoir qui a été thématisée dans la précédente table ronde, bien sûr qu'on peut trouver un public européen pour des contenus à partir du moment où ils sont multilingués et rendus accessibles et où on travaille à leur trouvabilité sur les différents marchés nationaux. Parce que ça, c'est aussi un autre enjeu. Alors, sur un même contenu, on peut réussir à fédérer à travers toute l'Europe en partant du contenu, en fait. Ce qui est, alors, il faut quand même rappeler juste les échelles. On dit que Arte, cette plateforme, c'est un très grand succès. On parle d'argent et de partenariat, on parle d'argent public, on parle de partenariat, on parle de redevances qui va disparaître en France. Mais les investissements d'Arte dans la fiction, chaque année, c'est 31 millions d'euros. Les investissements de Netflix, c'est 17 milliards. Oui. Voilà. Donc ce que vous faites, c'est admirable. Mais c'est pour ça qu'on garde quand même cette question ici en haut. Lauriane Bertrand, pourquoi, je vais vous poser la même question qu'à Jean tout à l'heure, pourquoi on n'a pas un Airbus de l'audiovisuel en Europe? Est-ce que c'est à la Commission de le faire? C'était pas la Commission qui avait fait Airbus, justement. Voilà. Mais voilà. Bon, d'abord, Yann Anthony, je pense qu'on peut tous tomber d'accord en apportant une petite nuance à cette réflexion. Jean, tu as parlé d'information, de conférences, de rédaction. Là, on parle de culture, de contenu audiovisuel. Évidemment, ce n'est pas la même chose. Et de manière générale, quand on parle de culture, on comprend tous, même si là je parle en tant que Française, que c'est un marché qui n'est pas comme les autres.
Notre manière, moi, ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est la manière dont on soutient la culture à la Commission européenne. La manière historique de soutenir la culture, c'est ce programme Europe Créative, que j'adore, très cher à mon cœur. Comme vous le disiez très justement, c'est 2,44 milliards d'euros sur 7 ans. Certes, c'est peu par rapport à d'autres programmes, mais ça reste un programme de nature à avoir un effet structurant. Ce qu'on voit souvent dans les génériques des films, c'est média. Ah oui, mais alors le programme média. Et là, média, c'est là d'où je viens. Europe Créative. Oui. Voilà. C'est là d'où je viens, Yann Anthony. Média, c'est la direction du programme qui soutient l'industrie audiovisuelle. Mais Europe Créative soutient toutes les industries culturelles et créatives, à la fois culture, audiovisuelle et aussi cross-sectorielle, pour impulser cette dynamique transdisciplinaire. Maintenant, ce que j'aimerais dire, c'est que ces 2,44 milliards, dans une période où vraiment, qui était à l'austérité budgétaire, ça a été un véritable combat. C'est plus de 60% par rapport à la période programmatique précédente. Donc c'est un tour de force. Comment a-t-on été capable d'obtenir cela? C'est en prouvant qu'on a des résultats, et notamment sur médias. Sur médias, on est capable de prouver que dans certains schémas de soutien, on a une valeur ajoutée x13 par rapport à l'argent public qu'on investit. Donc avant tout, c'est économiquement rationnel de soutenir ces industries. Et là, j'en arrive à cette double logique. La double logique du programme, c'est à la fois soutenir la diversité culturelle, on comprend tous ce que c'est la chapelle culture, la soutenir dans toute sa diversité, mais aussi la compétitivité de l'industrie. Et l'un ne va pas sans l'autre. Quand on dit compétitivité de l'industrie, là on touche aux modèles économiques. Et ça m'amène à répondre à votre question. Me demander, la Commission doit-elle soutenir, doit-elle financer un Netflix à l'européenne pour faire court? Certainement pas. C'est pas à nous de dire quels sont les modèles économiques viables. Ceux qui le savent le mieux, ce sont les gens dans le marché. Par contre... Une nuance, parce que vous dites, est-ce que c'est à la Commission de soutenir? Certainement pas, ce n'est pas à la Commission de dire que. Mais oui. S'il y a une initiative privée qui arrive et qui vient frapper à votre porte et qui dit, bonjour Madame Bertrand, nous on a de l'argent, ce serait bien que vous abondiez avec de l'argent européen. Ça, vous pouvez le faire. Vous êtes un excellent modérateur, c'est exactement là que j'en arrivais. Okay. Je dis, je pense que ce qu'on doit soutenir, c'est précisément l'expérimentation. Être capable de dire, oui, nous sommes là avec des fonds publics qui arrivent à la marge, parce que même 2,44 milliards, ça reste extrêmement limité par rapport aux investissements dont sont capables les grandes plateformes, et notamment américaines. Mais si on est capable de dire la prise de risque, on la prend pour nous, alors là, on commence à être dans ce côté innovant. Et alors là, c'est vraiment... j'avais envie d'en arriver à ce point précis, c'est de vous dire, je pense qu'avec Maria Gabriel, c'est là qu'on est capable de faire des synergies dans tout son grand mandat. Comme vous le disiez au début, elle est commissaire européenne pour la recherche, l'innovation, l'éducation, la jeunesse, la culture, le sport. Et c'est la première fois qu'on a un tel mandat. C'est déjà la première fois qu'on a recherche et innovation ensemble. Et maintenant avec la culture. Mais ça a du sens. Parce que la culture, pour moi, c'est pas que du patrimoine et des valeurs communes. Au contraire, c'est un écosystème innovant qui crée des jobs, de la valeur et des solutions par rapport aux challenges de notre temps. Alors là, complètement avec l'intelligence artificielle, on voit qu'on a de grandes questions de société auxquelles les artistes, les créatifs sont de nature, plus qu'aucun autre citoyen, à apporter des réponses, en tout cas des propositions. Donc c'est comme ça qu'on a été capable de dédier tout un chapitre, un cluster, comme on dit dans notre jargon, dans Horizon Europe. Et là, vous comprenez très bien que ce n'est pas les mêmes ordres de grandeur. Rien qu'avec un petit cluster d'Horizon Europe, on a 1,84 milliards. Donc presque autant que dans Europe Créative, qui a 20 ans et qui est un programme établi. Donc je crois que c'est là qu'on doit creuser. Europe Créative, il y a des appels d'offres. Appels à intérêt. Pardon. Des appels à intérêt et des producteurs de films soumettent leurs projets et ça va être financé. Dans le cadre d'Horizon Europe, comment ça fonctionne en fait? C'est si on arrive avec De la même manière, ce sont des programmes de recherche et d'innovation. Ce sont des projets, donc des appels à intérêt, parce qu'il s'agit toujours de subventions. On demande ce cofinancement, non pas seulement pour réduire la dépense publique, mais plutôt pour chercher la viabilité des modèles économiques. Pour se dire que d'autres investisseurs mettent aussi des billes, et donc ça crée une incitation supplémentaire à la viabilité du projet. Marco Landi, ça va être aussi très intéressant de vous entendre, parce que donc vous êtes italien. Toscano. Pardon. Pardon. Vous connaissez bien l'Europe, vous connaissez bien les États-Unis. Et la Chine. Et la Chine. J'ai habité 3 ans à Hong Kong, président des Texas Instruments.
D'accord. 17 000 personnes, Ah oui, quand même. quand même. Quand même. Comment vous expliquez, quels sont nos blocages à nous en Europe? Comment vous expliquez que les Américains, ils arrivent, eux, comment ça se fait que Netflix, Amazon, Apple, ils s'amusent, c'est le Far West pour eux ici, et ils font ce qu'ils Non, veulent? c'est pas le Far West. Tu as commencé, Oui. cher Yann Anthony, Oui. en disant l'Europe est un marché de 400 millions et plus de personnes riches. Avec ces marchés-là, comme il est possible que nous, on doit être envahis avec des produits américains et maintenant de plus en plus chinois? C'est ma question. J'arrive, pourquoi je t'explique pourquoi. Parce que j'ai une très belle histoire que je peux partager avec vous. Dans les années 90, moi j'étais président de Texas Instruments à Bruxelles. Une belle position. Et il m'avait nommé, Texas Instruments américain, il m'avait nommé chairman of the American Electronic Association. 300 000 jobs en Europe. J'allais à la commission, comme lobby. Mais comme j'étais européenne, et je me sens européen, et je suis très contente d'être ici, dans les mouvements européens, et j'incite qu'il faut faire encore plus de choses pour devenir de plus en plus européenne. Quand j'allais là, je disais, attention, regardez qu'est-ce qui est en train de se passer, regardez que maintenant, toutes les grandes entreprises bougent et ils vont en Chine. Ils vont à produire en Malaisie, ils vont à produire à Taïwan. Mais faites attention, tout ça est dangereux. Qu'est-ce qu'il va se passer de nous? Est-ce que tu as vu quelque chose qui s'est passé pour arrêter un petit peu ça? Non. Il est arrivé, et il était les périodes magiques de l'Europe, que tous les grands projets sur l'ordinateur, sur la télévision, sur tout ce qui est aujourd'hui très important, c'était européenne, italienne, française, allemande. J'ai participé à des grandes conférences avec des ministres français, allemands. Et qu'est-ce qu'ils défendaient? L'intérêt national de la France contre l'Allemagne, de l'Angleterre contre l'Allemagne. Et je me demandais, mais ils sont en train de monter des puissances comme IBM, qui vont envahir le monde. Et nous, Européens, on se bat. Rappelez-vous, et on avait Nixdorf en Allemagne, Olivetti en Italie, ICL en Angleterre, Bull ici. Et je me disais, mais il faut s'unir, il faut se mettre ensemble. Ah, il me disait le ministre, je me rappelle encore, mais Bull sera un des grands dans le monde. Et je lui disais, mais monsieur, oui, j'espère. Mais vous ne pouvez pas vous mettre contre Olivetti, contre Nixdorf, contre ICL. Essayons de travailler ensemble. Ils sont disparus tous les quatre. C'est la faute à l'Europe pour venir à vous. Oui, c'est... Et nous, on devrait avoir des grandes barrières. Parce que quand il arrive Netflix ou d'autres, il doit comprendre l'anglais, l'italien, le français, l'allemand. Nous, on devrait être beaucoup plus... On devrait utiliser ces barrières à notre avantage. Alors, et j'ai fini une oui, chose, bien sûr. si tu me permets. Non, bien sûr, bien sûr. Aujourd'hui, Bien sûr. parce que je vais parler de l'Institut Europia, Oui. l'intelligence artificielle, c'est le moteur de toute l'économie. Qu'il soit dans l'art, qu'il soit dans l'économie, qu'il soit dans l'enseignement, qu'il soit dans l'éducation, partout. Et qu'est-ce qu'il se passe? En Amérique, des investissements énormes, faits par les entreprises, parce que nous, on demande toujours à l'Europe. En Chine, faits par les entreprises. En France, heureusement, il y a Macron qui comprend de ça. Mais la France est tout seule.
il ne peut pas le faire. Ni même pas la grande Allemagne. Il faut un grand plan européen où il y a les entreprises avant tout. Parce que regardez Netflix, Amazon, Apple, Cisco, ils n'ont pas les aides de l'État. Ce sont des gens qui sont des grands entrepreneurs et qui ne regardent pas « Ah, Europe, aide-moi ». L'Europe doit créer les conditions parce que tout ça soit possible. Et ça, c'est le rôle qu'il fait, bien ou mal, mais il cherche de le faire. Mais l'important, c'est qu'il faut réveiller notre entreprise, qu'il doit se donner et comprendre que nous, on est en train de devenir une colonie. Mais l'énorme avantage, merci Marco, mais l'énorme avantage, Jean, c'est qu'au moins les Européens apprennent de leurs erreurs. Parce que quand on voit ce qui s'est passé avec Bull, avec Olivetti, etc., là, sur l'histoire des plateformes, on a BritBox en Angleterre, on a Salto en France, on a Join en Allemagne, on a Viaplay dans les pays scandinaves. Donc on est, je veux dire, on est l'âne qui bute 2 fois sur la même pierre, quoi. Complètement. Et je crois que là, vous avez vraiment mis le doigt sur quelque chose. Il faut comprendre que l'Europe, enfin, la Commission européenne, Bruxelles, c'est une sorte de Vatican. Une Vatican qui garde les morceaux de la vraie croix. Hein, les morceaux de la vraie croix. Et donc, il y a les morceaux de la vraie croix, il y a un truc qui s'appelle la politique de concurrence, par exemple. Et la politique de concurrence, c'est surtout ne laissons pas des champions européens émerger. Et pas encore moins des champions nationaux. Mon Dieu, quelle horreur. Lauriane prend son micro. Non, mais attends. Mais la politique de concurrence, je veux dire, je les ai vus faire toutes les erreurs possibles et imaginables en matière de politique de concurrence. Toutes. C'est-à-dire, par exemple, pas dans le domaine de la culture, mais je vous donne un exemple. La Commission, par exemple, a interdit une fusion entre Volvo et Scania dans le domaine des camions, parce que ça risquait de créer un champion qui allait vendre des camions uniquement où ? En Scandinavie. Le marché, il est mondial, hein, les camions. Il est mondial. Mais la commission, il y a des gens, il y a des juristes, parce que oui, il faut voir que la commission, là je m'échauffe un peu, la commission, c'est composé par qui, ceux qui font ça ? Ce sont des juristes, que des juristes. Il n'y a pas des gens, des spécialistes dans tel et tel domaine. Donc ils ne connaissent pas le marché des camions, ils ne connaissent pas. Et à l'époque, ils ont fait une erreur, mais massive, et on s'en est mordu les doigts. Le libre-échange. Ah, vous parliez tout à l'heure. Ça, je me rappelle encore de Pascal Lamy, commissaire au commerce en 2000. On venait de négocier à l'époque donc l'adhésion de la Chine à l'OMC. Il reçoit le matin, il rentre de Chine, épuisé après 3 mois de négociations, et il fait venir une dizaine de journalistes le matin, dont moi, et quand on fait venir le matin, généralement je suis de mauvaise humeur, et donc j'arrive, et là il dit, c'est fantastique. Nous les journalistes français, on était tous blêmes, en disant, mais vous êtes malades d'avoir fait entrer la Chine, alors qu'il n'y a rien en matière de politique sociale, il n'y a rien en matière de politique monétaire, il n'y a rien en matière de normes environnementales, vous êtes dingue, vous faites entrer le loup dans la bergerie. Et Pascal Lamy, nous on est idiots, on n'a pas fait l'ENA, on est un peu stupides, hein. Et donc, nous, journalistes, on lui dit, mais vous êtes dingues, ils vont tuer nos industries. Il me dit, mais non, vous n'avez rien compris. Les Chinois vont se concentrer, je me souviendrai toujours de cette phrase, les Chinois vont se concentrer dans les produits à basse valeur ajoutée, les grille-pains, pendant que nous allons nous concentrer sur les produits à haute valeur ajoutée. En clair, on va aller sur Mars. C'est le contraire qui s'est passé. Nous, maintenant, on fait des grille-pains et eux, ils vont sur Mars. Et je me rappelle encore, quand ils ont construit la grande muraille numérique, c'était génial. C'est-à-dire qu'eux, ils se sont fermés au monde en disant, eh bien, nous, on va bâtir nos champions, on va bâtir nos Amazon, nos Google, voilà. On va le faire, nous, chez nous, et personne ne va rentrer. Et nous, les Européens, on a dit, oh, ben, c'est bien, oui, monsieur chinois, vous êtes très fort. Et moi, je dis, et pourquoi on ne fait pas ça en Europe ? Ah, mais non, nous sommes des modèles d'ouverture sur le monde. Donc, les Américains ont fait leur marché chez eux, les Chinois sont en train de faire leur marché chez nous, mais dans tous les domaines, pas seulement le domaine de la culture. Là, vous savez que Scholz, le chancelier, il y a une guerre en Ukraine, la Chine va envahir Taïwan, Xi Jinping est devenu un dictateur, donc c'est une sorte de nouveau Mao. Et bien là, ils vont signer, ils vont vendre le port de Hambourg aux Chinois. Donc nous, on n'a rien appris, on n'a rien compris, et ça va recommencer dans le domaine de la culture. Non, Jean, la courbe d'apprentissage n'est pas plate.
Non, ne l'encouragez pas, s'il vous plaît. Donc non, Jean, je ne peux pas te laisser dire ça. La courbe d'apprentissage n'est pas plate. Et la première des choses, là, tu es en train, et surtout devant le mouvement européen, ce serait vraiment très malhonnête d'utiliser l'arbre comme ça qui cache la forêt. La première réponse, et tu le sais mieux que moi, c'est de te dire qu'à l'Europe, nous agissons selon des compétences bien déterminées. Donc attention, on ne peut pas reprocher à l'Europe de ne pas faire ce qui n'est pas dans ses compétences. Et au contraire, je pense qu'on a eu un certain talent pour être capable d'avancer en dépit parfois des compétences. Et on le sait, et la culture en est un bon exemple. Mieux qu'aucun autre, et c'était les mots de Jean Monnet, c'est par des solidarités, non, de Schuman bien sûr, c'est par les solidarités de fait, voilà, qu'on crée cette Europe, et selon la théorie du spillover bien sûr. Eh bien je pense que pour la culture on le voit. Parce que quand on dit qu'on est envahi, je pense que là aussi l'expression se discute. Parce que qu'est-ce qui circule sur Netflix? Ce sont aussi des productions locales. La Casa de Papel qui a voyagé dans le monde entier, c'est une œuvre espagnole à l'origine. Alors certains esprits chagrins diront que Netflix n'intervient pas très tôt sur la chaîne des talents et au contraire, enfin qu'il y a une exécutivisation de la production. Je connais ces débats-là, mais on ne peut pas nier que ce sont des œuvres européennes qui voyagent. Or, une œuvre, quand elle voyage, c'est là qu'elle rencontre son audience, c'est là qu'elle devient vivante, c'est ainsi qu'on partage la culture, voilà, nos valeurs. Et ça fait partie des bons exemples. Ça certainement. fait partie presque des exceptions, quoique on voit que... Parce que Jean parlait tout à l'heure de langage universel qui appartiendrait... Seuls les Américains arrivent à le faire. Marie-Isabelle, on voit là, les Européens, l'exemple de Lauriane qui parle de la Casa de Papel, c'est espagnol. Sur Arte, Borgen, avec c'est les Danois. Moi, je me suis retrouvé quand même à regarder cette série. Alors, j'ai regardé sur Netflix, mais je me suis retrouvé à garder cette série en danois. Et je parle pas espagnol, je regarde la Casa de Papel en espagnol. C'est quand même formidable. Et donc, on a des créateurs, on a des auteurs, donc on a tout ce qu'il faut en Europe. On peut faire à la fois des grippins et de la technologie de pointe. On peut tout faire, mais pourquoi on ne le fait pas? Alors, en fait, ouais, j'aimerais aller un peu quand même dans le sens de ce que vient de dire Lauriane Bertrand, c'est qu'en fait, on fait quand même pas mal de choses, notamment beaucoup de coproduction, et ça, j'aimerais insister là-dessus, et pour le coup, l'Union européenne et le programme Média jouent un rôle central pour soutenir cette logique de coproduction, et par ailleurs, les coproductions, c'est ce qui voyage le mieux. Donc c'est aussi ce qui permet justement d'éviter des contenus qui ont un angle trop national et qui ne vont pas trouver un public dans d'autres pays européens. Et les coproductions, c'est pas nouveau, on n'a pas commencé hier. On le fait de plus en plus et je pense qu'il y a une prise de conscience aussi des opérateurs nationaux, publics et privés sur l'importance de faire ça, puisqu'on voit bien que effectivement le succès de certaines, alors essentiellement des séries, mais c'est aussi valable pour le cinéma, sur les plateformes américaines, mais aussi sur les plateformes européennes, en fait est la preuve que la coproduction, c'est une des clés pour aller vers un espace public européen en matière audiovisuelle. Et ça, la logique de réseau par ailleurs, qui est nous la logique qu'on a depuis toujours, puisqu'on a donc effectivement un actionnariat franco-allemand, mais on a depuis la création d'Arte des partenariats avec des chaînes publiques en Europe. Maintenant, on en a 11. Donc ça nous permet d'avoir des budgets de coproduction chaque année qui sont de plus en plus importants, en matière bien sûr de cinéma. Alors la série, on fait plutôt du préachat, mais sur des documentaires aussi, sur du spectacle vivant, enfin sur un très grand nombre de genres de contenu audiovisuel. Et ça, enfin ça m'ennuie vraiment d'entendre que y a juste la standardisation des plateformes américaines. C'est pas du tout vrai de mon point de vue. Et par ailleurs, la mise en réseau des opérateurs nationaux, je pense que ça c'est vraiment quelque chose d'essentiel, permet aussi d'éviter une forme de standardisation et permet aussi d'aller vers justement des contenus qui sont multilingues, parce que là, on entendait tout à l'heure dans la précédente table ronde l'enjeu du multilinguisme et de l'éducation, enfin du multilinguisme dès le plus jeune âge. On a lancé, nous, une ressource éducative qui s'appelle Educarte, qui est présente dans 2300 établissements, essentiellement en France et en Allemagne, mais aussi dans d'autres pays d'Europe. C'est aussi grâce à des contenus qui sont sous-titrés, qu'on peut regarder en langue originale et qui ne sont pas standardisés. Et ça, je crois que c'est vraiment essentiel. Et dire qu'il ne se passe rien aujourd'hui là-dessus me paraît absolument faux. Alors, est-ce que pour autant, on boxe véritablement dans notre catégorie, dans la catégorie dans laquelle on pourrait boxer? Quand on voit les moyens à l'échelle des 27, quand on voit le talent qu'il y a parmi les créateurs, les auteurs, et quand on voit le niveau d'exportation,
Alors, c'est intéressant ce que disait Marco tout à l'heure. Marco disait, on n'attend pas forcément de l'argent de la part de la Commission. Les Américains, ils n'en ont pas besoin. Ce qu'on veut, c'est de la régulation et une facilitation des règles. Et sur les coproductions, par exemple, apparemment, il n'y a pas la même définition. Je veux dire, la coproduction au sens du Conseil de l'Europe, et au niveau des droits notamment, c'est un partage des droits. Qui dit coproduction dit partage des droits entre les pays. Les Netflix, ils disent non. Nous, coproduction, ça veut dire juste travailler ensemble. Les droits, c'est pour nous. Et puis vous, bon, les gentils polonais, italiens, allemands, français, bon ben voilà, vous faites la main d'œuvre, vous bossez. Mais les droits, c'est nous. Mais est-ce que c'est pas ça? Est-ce qu'il ne faut pas qu'il y ait cette même définition en Europe et qu'il y ait des acteurs qui émergent et qui bossent comme ça en Europe? Anthony. Oui, Marco. On est encore dans la tête national champions. Regardez les télécommunications. Regardez tous les secteurs. On protège les national champions. Regardez en Italie, je vous donne un exemple. À l'Italie, parce qu'il faut avoir une compagnie nationale d'avions. Il aurait dû la vendre. Il ne sert à rien. Il amène beaucoup plus aujourd'hui EasyJet, qui est une entreprise privée qui fait du bon profit et qui nous amène beaucoup de touristes. Mais il faut protéger et dépenser de l'argent, que si on donnait cet argent aux start-up, aux petites entreprises qui pourraient venir sortir, créer de l'innovation, ça serait beaucoup plus. Il n'y a encore pas l'Europe. C'est ça qu'il faut que nous on se dise. On n'est pas encore devenu européenne. Dans les sentiments, j'espère que Horizon et surtout Erasmus, il va créer les gens. Je les vois, je les sens. Mais on n'est pas encore là. Il faut peut-être, les Américains, pour faire l'Amérique, ils ont mis 150 ans, il faut les rappeler. Ils ne sont pas nés tout d'un coup, les États-Unis d'Amérique. Il faut peut-être encore avoir 2 ou 3 générations. Mais il faut continuer ça, et il faut dire, mouvons-nous, mouvement européen. Mais les barrières, elles tombent les unes après les autres. Je veux dire, il y a quelques années, on disait, les langues, à cause des langues, c'est pas possible. Maintenant, grâce à l'intelligence artificielle, grâce au sous-titrage, grâce aussi à Internet où on a accès à des contenus internationaux, les langues, c'est plus un problème. Mais juste un mot sur Arte, par exemple. C'est très intéressant, Arte. Arte, en France, c'est, je ne sais plus, c'est le taux d'audience, c'est 2% ou 3%. Pardon. En Oui, si on part des audiences broadcast, j'ai pas eu le temps d'y revenir, mais voilà. Sur le non linéaire, on n'est pas du tout là-dessus. Donc linéaire, c'est quand on regarde la télé dans son canapé normalement. En gros, à 2,9%. C'est ça, voilà. Et en Allemagne, en revanche, c'est même pas 1%. Alors, non, si, c'est plus maintenant, c'est 1, 2, 1, 3. Mais ouais. En fait, c'est parce qu'à la base, Arte est né dans un contexte concurrentiel très différent entre la France et l'Allemagne. À l'époque, il y avait en gros 6 chaînes hertziennes en France. Et en Allemagne, il y avait déjà, c'est un pays du câble, l'Allemagne traditionnellement, donc il y avait beaucoup plus de chaînes. Mais sauf que ça, à mon sens, c'est une approche, le fait de regarder que ces audiences linéaires, aujourd'hui, ça me paraît un tout petit peu dépassé, dans le sens où on est à 170 millions de vidéos vues par mois. Sur le premier semestre 2022, on est à 1 milliard de vidéos vues, si on additionne tout. Sur ces 1 milliard de vidéos vues, il y a 30% qui sont faites en dehors de France et d'Allemagne. Oui. Et par ailleurs, la répartition, la répartition entre la France et l'Allemagne est beaucoup plus équilibrée que sur le linéaire. Donc c'est formidable en fait, ce que nous permet la plateformisation. C'est juste qu'après, ça prend du temps, parce que certes, les barrières linguistiques et les barrières de distribution sont dépassées, mais il y a d'autres enjeux. En fait, la trouvabilité des contenus dans chaque pays, elle se travaille de manière très particulière. Et c'est ça qui prend beaucoup de temps, mais qui, de mon point de vue, est quand même en train de se passer. Et par ailleurs, je rebondis sur la question des réseaux, il y a aussi beaucoup plus de travail en commun. Alors, moi, je travaille pour l'audiovisuel public, donc je le vois au niveau de l'audiovisuel public. Il y a l'IBU qui fait des projets très intéressants aussi en matière de traduction automatique, dont l'Eurovision. Je me demandais de quoi il s'agissait. l'IBU, c'est l'Eurovision, c'est European Broadcast. Oui, pardon, c'est l'association des opérateurs publics européens. Mais il y a vraiment beaucoup de travail en réseau entre les opérateurs nationaux. Et pour moi, ça, c'est vraiment la clé. En tout cas, c'est ce que nous, on met en avant et qui, quand même, fonctionne. Et l'exemple des audiences est, à mon sens, un bon exemple. Mais mon souci, il n'est pas tellement... Je réponds juste sur cette question-là, parce que pourquoi est-ce que je posais la question des audiences? Parce que Arte, c'est une exception. C'est une exception, encore une fois, qui est le produit de la volonté de 2 politiques. S'il n'y avait pas eu la volonté de 2 hommes politiques exceptionnels, François Mitterrand et Helmut Kohl, il n'y aurait pas Arte. Et
Arte aurait disparu depuis longtemps si ce n'était pas un traité international qui fondait Arte. Je peux vous assurer que les Allemands, notamment, du temps de Merkel notamment, ils se seraient retirés. Donc c'est une exception, une heureuse exception, et moi je suis souvent fasciné de voir le résultat qui est obtenu par Arte. Et quand je parlais tout à l'heure de l'information, mais l'information c'est très intéressant, parce que c'est une façon de voir le monde. Surtout quand vous regardez par exemple le journal de 20h sur TF1, par quoi on commence ? Pas par la guerre en Ukraine, pas par un sommet européen. On commence par un fait divers, la petite Lola par exemple. Vous regardez le journal allemand, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire on se rend compte qu'un Allemand pense A et un Français il pense Z. Je le sais, encore une fois, j'ai fait 13 ans d'allemand, je connais bien l'Allemagne. Donc ça montre toute la difficulté de construire cet espace commun. Là, je viens de regarder une série sur Netflix qui s'appelle The Defeated, donc qui est un truc produit allemand et américain, moitié allemand. Donc, mais c'est exceptionnel. Moi, j'ai regardé, mais parce que je connais bien mon histoire allemande. Mais honnêtement, au-delà des Allemands, je me demande qui peut regarder cette série, parce que ça fait référence à toute l'histoire allemande, à ce qu'est été l'Allemagne après la guerre. C'est toute une réflexion. Alors c'est parfait que ça existe, et ça existe sur Netflix, ça n'existe pas sur Arte. Bon, mais ce que je veux dire simplement, c'est qu'on est encore, et c'est vrai, on pense national, on pense... l'exemple des compagnies d'aviation, c'est typique. Il y a 25 ans, il y a 30 ans quand je suis arrivé à Bruxelles, il y a 30 ans, on m'avait dit... Dans 30 ans, il y restera 12 compagnies aériennes en Europe. S'il y a de la place pour 12 compagnies, privées ou publiques, 12. Il y en a combien aujourd'hui en Europe ? Je crois pas loin de 40, 50. Donc ça n'a pas bougé, au contraire. Et chaque État protège ce petit domaine national. Et on est moins gêné d'être dominé par l'Amérique que d'être en coopération avec l'Allemagne. Encore une fois, le domaine militaire, regardez là, les Allemands, ils sont en train de tuer l'Europe de l'énergie, sous nos yeux, hein, là, actuellement. Ils sont en train de plonger l'Europe en récession. Les Allemands sont en train de tuer l'avion de l'Europe du futur, le char de combat du futur. Ils viennent de créer un bouclier antimissile sans les Français. Je veux dire, donc, comment vous voulez, puisqu'on n'est même pas d'accord sur la défense, comment créer un espace culturel commun ? Je veux dire, c'est impossible. C'est impossible, on n'arrive pas à le penser. Je regrette, je suis le premier à le regretter, je suis profondément européen, mais je constate s'il y a bien un domaine dans lequel ça ne marche pas, c'est celui-là. Parce que même dans les domaines qui rapportent de l'argent, du vrai argent, comme l'industrie militaire, eh ben, je peux vous assurer, il n'y a pas d'accord. Lauriane. Oui, là, Jean, tu parles de domaines qui sont vraiment la quintessence même de la souveraineté. Donc évidemment, il est question de principe, et je pense que ce n'est pas forcément là qu'il faut regarder. Au contraire, puisque là on est ici pour parler d'œuvres audiovisuelles. Je pense que sur les œuvres audiovisuelles, on est en train de faire l'Europe et finalement en faisant moins de bruit. Désolé, mais les coproductions aujourd'hui, c'est précisément ça. Ce sont des logiques de marché, parce que faire une coproduction, c'est déjà penser à la carrière commerciale qu'aura le film, parce qu'en ayant des partenaires, on assure aussi des débouchés pour l'exploitation. Eh bien ça, c'est une manière vraiment concrète de faire l'Europe et de créer ce regard croisé dont tu parles. Ton micro, Jean, micro. Sergio Leone, par exemple, les western spaghetti, c'était déjà des coproductions. Dino Risi, il n'y a pas un de ces films qui n'était pas une coproduction. Bah oui, mais Le Guépard aussi, Palme d'Or. Je peux vous sortir sur 45 ans des exemples de coproduction, mais c'est pas ça qui a créé Zero. Oui, c'est bien, moi je suis content, il y a Arte, il y a des coproductions, mais l'enjeu, là, de quoi on parle ? D'un Netflix européen, d'une plateforme qui pourrait effectivement créer du contenu, et du contenu ambitieux, c'est-à-dire une série aller à 100 millions d'euros. Hein. Par exemple, c'est fascinant de voir que sur l'histoire européenne, qui est quand même un truc génial, l'histoire européenne, les Medici, je veux dire, le Moyen-Âge français, la guerre de 100 ans, etc. Qu'est-ce qui fait des films sur cette période-là ? Les Américains, pas nous. Parce que c'est compliqué, parce que c'est des costumes, parce que c'est des décors, ça coûte une fortune. Et donc il faudrait faire une coproduction pour raconter la guerre de 100 ans sur 10 saisons. Et ben je peux vous assurer, sur 10 saisons, il y a de quoi faire. Comme on avait fait les Rois Maudits. Il y a 1600 œuvres audiovisuelles produites par an en Europe. Jean, je ne suis pas sûre que la solution soit d'en produire encore plus. Non mais un autre exemple, c'est Tchernobyl. De les faire circuler. Tchernobyl, où on considérait que nous, on se disait non, c'est pas intéressant, tout le monde connaît, etc. Aucune chaîne française n'aurait... Et on va laisser parler Marco. Aucune chaîne française n'aurait produit Tchernobyl. Moi, quand je vais parler d'un sujet qui n'est pas français à un producteur français, à part Arte, encore une fois, vraiment Arte à part, ils disent
mais tout le monde, quoi, Tchernobyl, c'est quoi ce truc Bruxelles, mais attendez, ils savent même pas que Bruxelles, c'est à 1h15 de Thalys. Je pense que les Américains auraient déjà, avec Bruxelles, les Américains auraient déjà fait un House of Cards sur Bruxelles. Ils auraient exploité ça. Mais on a Parlement, on a la série Parlement. Voilà. On a la claque. Juste, alors, je vous sens chaud. Dans quelques minutes, je vais vous demander de poser des questions si vous le souhaitez. Mais Jean, simplement par rapport à ce que tu dis, parce qu'à plusieurs reprises, j'avais envie de te répondre, je pense quand même que tu dis « sauf Arte ». À partir du moment où il y a 170 millions de visites pour des contenus audiovisuels vus, on n'est plus dans l'exception quand même. Alors c'est peut-être un modèle particulièrement vertueux. Moi, ce qui m'intéresserait, ce dont on n'a pas parlé jusqu'à maintenant, c'est de se dire, ok, mais alors quels sont les challenges? Alors je comprends, Marie-Isabelle aussi, des discussions qu'on a pu avoir, qu'aujourd'hui, la concurrence, elle se fait vraiment au niveau technologique. Il faut à la fois offrir une technologie de pointe, une ergonomie confortable pour la plateforme, pour notre expérience d'usager, et aussi une profondeur de catalogue. Parce que là, c'est ce que tu disais, quand on a envie de voir quelque chose, il faut que ce soit dispo et qu'on n'ait pas à aller sur 40 plateformes. Donc ça, ce sont aujourd'hui les grands enjeux. Est-ce que notre législation complique cela? Les conditions européennes, l'écosystème? Je ne le crois pas, puisque ces plateformes européennes, les plateformes américaines qui opèrent en Europe, elles opèrent quand même avec le même cadre juridique, en tout cas au moins pour ce qui est de la territorialité. Mais voilà. Marco, il faut quand même l'écouter. Mais moi, je l'écoute toujours. Je comprends que chacun, il doit se mettre sur la défensive. Mais il ne faut pas se mettre sur la défensive. Il faut chercher de comprendre. Netflix, Disney, Apple et d'autres sont des géants américains qui ils ont fait leur fortune avant tout dans un marché très grand. Et après, ils sont... Et c'est 330 millions aux États-Unis, 445 millions en Europe. Comme ça donne le... Mais les langages, ce sont différents. C'est là où il faut faire attention. Et bientôt, il y aura les Chinois. Faisons attention. Il y a déjà les Turcs qui sont en train de créer des séries formidables. Ce que je chercherais de dire est, en Europe encore, il nous manque la coopération. Peut-être que là où la Commission européenne devrait agir plus, pas avec l'argent, pas en disant on va financer ça, mais en créant des possibilités de coopération. Il n'est pas possible qu'entre Italie, France, Allemagne, on ne peut pas... Il y a du profit à faire. C'est ça que j'ai compris. On ne dit pas faites ça pour que vous le faites pour bénéficier, pour montrer que l'Europe est bien. Il y a du profit à mais faire. Quand il y a la volonté de le faire au niveau européen, aujourd'hui, ce sont les chaînes publiques qui le font et qui ne pensent pas au profit, a priori. Je pense que là, il faut sortir de la chaîne publique, privée. Je pense que ce dont on parle, c'est d'un écosystème. Et ça, le commissaire français, Thierry Breton, est pleinement mobilisé. Et en fait, la question qui pose aux différentes industries, qui a été à la tête si je résume, c'est de dire, est-ce que vous voulez travailler ensemble? Est-ce que vous voulez que par-delà les différents petits segments de votre marché, est-ce que vous voulez agir comme un écosystème européen face aux autres grandes puissances plus unifiées qu'on peut voir sur le marché? Cette question-là, on peut aussi se la poser pour les secteurs culturels et créatifs. Et je pense même, et là c'est vraiment ce que fait ma commissaire Maria Gabriel, c'est qu'il faut se la poser au-delà. Il faut aussi aller voir les gens de la recherche et de l'innovation, de dire, est-ce qu'ensemble, on est capable sur ces questions-là de travailler ensemble? Et alors, qu'est-ce que ça veut dire? On se fait un plan d'action avec 2-3 axes autour desquels on va travailler ensemble selon un modus operandi à définir. Ça, c'est ce qu'on peut faire. Et là, on n'est pas seulement sur de la régulation ou du soutien financier, mais là, on construit vraiment l'Europe. Le fait de travailler ensemble, d'être capable de se mettre dans les chaussures des autres, ça, c'est ce en quoi je crois. Et je pense qu'aujourd'hui, on a les technologies. Les technologies sont là. On a aussi la créativité. Ah oui, mais il nous manque vraiment la coopération. Et on reste chacun dans son intérêt national. Et ça, on va... C'est vrai qu'Arte est un bon succès, mais quand même, c'est de la volonté politique qu'il est né. Il n'y a pas une volonté des privés qui sont là derrière et qui veulent élargir tout ça. Il faudra un investisseur privé, un milliardaire européen qui injecte 20 milliards dans Arte. Entre-temps, donc bien sûr, il y a une volonté politique très forte à l'origine, mais entre-temps, et ça m'a fait sourire ce que vous disiez, effectivement, par exemple, dans une rédaction franco-allemande, les différences de vue, à la base, elles sont très fortes.
Aujourd'hui, c'est surtout des volontés aussi individuelles de toutes les équipes qui ont fait Arte ces 30 dernières années, qui permettent du coup d'avoir des ouvertures de journaux où en fait, on a un angle très européen parce que tout le monde s'est mis d'accord, tout le monde a appris à travailler ensemble. Donc c'est pas, effectivement, il n'est pas du tout question ni d'être sur la défensive, c'est peut-être plutôt que je serais peut-être un tout petit peu plus optimiste au niveau vraiment des opérateurs. Alors encore une fois, je connais mieux le public, mais je pense que ça vaut aussi pour le privé, parce que je pense quand même qu'il y a une prise de conscience sur cette nécessité de travailler ensemble. Et après, sur la question des leviers, pour nous, clairement, j'ai parlé du catalogue tout à l'heure, donc 1500 contenus, en fait, c'est pas assez, ça je le dis très clairement, c'est pas assez pour avoir une profondeur de catalogue suffisante pour vraiment toucher tous les Européens et arriver à avoir une audience de plateformes européennes pleine. Et c'est là-dessus que on a plein de discussions pour renforcer aussi dans une complémentarité des financements, et je pense que ça c'est très important aussi. On a des financements français et allemands, mais on a besoin de ce bonus européen pour augmenter cette profondeur de catalogue. Et par ailleurs, on a bien sûr besoin, et ça on investit ce champ énormément, des nouvelles, qui sont plus si nouvelles d'ailleurs, mais des technologies et de l'IA pour faciliter en gros la mise en avant et la trouvabilité et la mise à disposition des contenus sur notre plateforme. Et je pense que ça vaut pour tout un tas d'opérateurs. Donc encore une fois, tout n'est pas parfait. Nous, effectivement, le catalogue n'est pas encore assez important. Il faut qu'il y ait d'autres opérateurs. Nous, on n'a pas l'ambition d'être la seule plateforme culturelle européenne ou même la seule plateforme européenne. Mais je pense quand même qu'il y a vraiment une prise de conscience, et aussi que les nouveaux vecteurs de diffusion ont multiplié les possibilités. Et qu'à l'époque où il n'y avait que des chaînes en broadcast, je pense que c'était vraiment très très différent. Mais là, quand on parle d'écosystème, je voudrais vous donner 2 exemples. Airbus, c'est un succès phénoménal. Qu'est-ce qu'on serait en Europe s'il n'y avait pas aujourd'hui Airbus? Et là, c'est la Commission européenne qui l'a commencé, mais derrière, après, il y a eu les industriels. Je vais encore, GSM. Le GSM est un succès phénoménal. Mais après, on l'a perdu. Là, je ne comprends pas comment il est possible qu'aujourd'hui, la 5G, la 6G, c'est la Chine qui les a pris. Signifie que si la Commission européenne, comme rôle, il crée ces conditions que je disais, si j'étais commissaire, la première chose que je chercherais de faire, c'est exactement ça. Faire comprendre que si on ne travaille pas ensemble, on sera envahi. Mais si vous êtes... Là, vous avez une idée géniale. Vous avez une idée géniale. Vous inventez Spotify. D'accord? Ce sont des Européens qui ont inventé Spotify. Ouais. Où est-ce qu'ils sont allés? Ils se sont rués à New York. Parce que c'est là-bas qu'ils savaient qu'ils auraient un grand marché et qu'ils auraient des investisseurs. Donc vous créez quelque chose de génial demain. Vous le faites en Europe, avec toutes les difficultés qu'il y a encore, ou en tout cas les barrières psychologiques, ou bien vous allez aux États-Unis. Voilà. Vous faites quoi, Marco? Je vais aux États-Unis. Moi, je suis allé. Mais attends. Si je dis commissaire européenne. Oui. C'est mon devoir de créer cet écosystème qu'il faut éviter que les gens ils vont en Amérique. Regarde. Mais là, il se crée de plus en plus. On voit le DMA, DSA, Digital Market Act, etc. Il y a un marché numérique qui est en train de se créer. Donc maintenant, les conditions sont en train d'être créées pour pouvoir le faire en Europe. Là, c'est plus de réglementation qu'un écosystème. Quand je parle d'un écosystème, parce qu'en plus, ça fait partie de l'écosystème quand même. L'écosystème, c'est vraiment de donner la possibilité aux entrepreneurs de se mettre ensemble. C'est ça qui est important. Parce que Disney, Google, Facebook, il n'y a pas l'État là derrière. Mais ils ont un marché vraiment énorme. L'Europe... Je voulais juste rebondir vous lui donnez pas 2 micros. Je rebondir sur ce que tu disais sur Airbus. C'est super intéressant parce que moi j'ai suivi ce qui s'est passé au moment où on a créé Airbus. Donc il y avait un commissaire qui s'appelait Van Miert, et donc commissaire à la concurrence, et qui a fait la peau à Boeing, qui était en train de se fusionner avec McDonnell Douglas. Et il a imposé, mais contre les États,
il a imposé justement des sacrifices tels à Boeing et à McDonnell Douglas que ça a laissé le champ libre à Airbus. Mais à l'époque, moi j'étais là. À la commission, il était minoritaire. Il s'est battu comme un chien. Il avait des couteaux à la fin de cette histoire. Il avait au moins 27 couteaux plantés dans le dos, le Van der Merwe. 27 couteaux, parce qu'il a touché au morceau de la vraie croix. Mais il a réussi. Ils étaient autant à l'époque ? Non, c'était 98. D'accord. Donc, et le truc extraordinaire, c'est que après, qu'est-ce qu'on a fait ? Eh bien, justement, on a dit, les règles de concurrence, on ne va pas les appliquer à Airbus. On ne va pas les appliquer à Airbus, parce que sinon on n'aura pas notre champion européen. Et là, effectivement, Chirac, et pour le coup, Helmut Kohl finissant, et puis ensuite Schröder, ont accepté. On a totalement... C'est-à-dire, on a arrêté d'appliquer nos règles. On a créé un écosystème dont vous parlez pour Airbus. C'est ça qui a été génial. Et ensuite, on n'a pas été capable de répéter cette expérience. Et quand les Français, pendant 25 ans, disent « on va créer des champions européens », mais vous avez toujours quelqu'un pour dire « mais quelle horreur, c'est quoi, vous préparez le Gospland ? Vous croyez en URSS ?» La preuve, on a eu raison avant tout le monde. Pendant 25 ans, on n'a pas fait le Gosplan. Et parce que c'est vrai, vous parlez des acteurs privés, mais l'Europe, elle a toujours eu un mélange entre le privé et le public qui n'existe pas aux États-Unis. Donc on travaille plus privé-public. C'est permanent comme ça. Mais à Bruxelles, pendant 30 ans, moi je les ai vus haïr l'État. Haïr l'État, c'est-à-dire on disait l'État parce que c'était les Britanniques. Tant que les Britanniques étaient là, dès que vous posez le mot État, c'était quasiment, je dirais, un crime sordide de parler d'intervention de l'État. Maintenant, ça change parce qu'on s'aperçoit qu'on a besoin de l'État dans tous les domaines. Par exemple, dans l'énergie, on se rend compte qu'on a fait une connerie monstrueuse en libéralisant le marché de l'énergie. Voilà, aujourd'hui, on est dépendant des Russes grâce à cette idée géniale fin des années 90 et qui est faite par la Commission. Écosystème, encore une fois. Donc, je partage complètement ce que dit Marco. Alors, les choses sont en train de changer, c'est vrai, mais c'est douloureux, ça prend du temps, et nous avons 30 ans de retard. Or, le problème, c'est que l'histoire s'accélère, et c'est ça qui me fait peur. L'histoire s'accélère. Donc là, par exemple, alors, dernier point, juste, parce que l'intelligence artificielle, j'en arrive à votre juste histoire. après, vous pourrez poser des questions. Voilà. Non, mais sur l'histoire de l'intelligence artificielle, c'est très intéressant, parce que est-ce qu'on peut faire de la coopération culturelle en anglais ? Moi, personnellement, non. Non, parce qu'en anglais, on dit pas ce qu'on veut. Ça, c'est parce que tu parles pas anglais. Oui, bien sûr que non. Mais c'est-à-dire, en anglais, on dit ce qu'on peut, pas ce qu'on veut. Donc, il y a une vraie barrière culturelle. Moi, j'ai connu une commission européenne, par exemple, où on parlait 3-4 langues, tout le monde parlait sa langue, et les gens étaient multilingues. Maintenant, ils parlent anglais, mais ils parlent mal anglais. Mais ça donne des choses dramatiques. Par exemple, Borrell a fait un discours il y a une semaine, où il a parlé devant un public anglophone du jardin européen, et à l'extérieur, il a parlé de jungle. Or, il semblerait que quand vous dites jungle, ça veut dire que derrière, qu'il y a des pygmées derrière avec des os dans le nez pour les anglo-saxons. Mais lui, évidemment, il voulait dire loi de la jungle. Il ne voulait pas dire que c'était la jungle au sens africain du terme. C'était la loi de la jungle. Sauf comme il l'a dit en anglais, pas en espagnol, il ne maîtrisait pas son anglais. Et donc, c'est parti en vrille. La polémique, le New York Times, le Washington Post, le Financial Times, tout le monde est tombé dessus. Suprémaciste blanc, propos racistes, à l'image de ce qu'est Bruxelles. On ne peut pas, et donc c'est pour ça que j'attends vraiment ces traducteurs un peu à la Star Trek, où les trucs vont dans l'oreille, on aura une puce. Voilà. Et ça va changer John Forsey. Marie-Isabelle Cotte, you wanted to say something. Non, mais en fait, je réagis juste sur peut-on faire des coopérations culturelles ou des contenus culturels en anglais seulement ? Pour moi, la réponse est clairement non, parce qu'en fait, c'est la diversité linguistique qui, certes, crée des difficultés, il ne faut pas se mentir, mais c'est ça qui fait notre richesse, en fait. C'est ça qui évite la standardisation. Et c'est 23 langues, l'Europe, c'est ça ? 24 officielles. Alors, dans l'Union européenne, c'est 23 maintenant. Oui, c'est vrai, pardon. Donc 23 langues. Oui, mais bon, c'est beaucoup, effectivement. Mais en tout cas, il faut absolument préserver cette diversité. Et il faut... Alors, les traducteurs comme ça dans l'oreillette, ça, je ne sais pas, mais à ce stade, mais en tout cas, il faut vraiment exploiter le plus possible les possibilités de l'IA pour faciliter... Parce que nous, on observe qu'il faut encore quand même... que le tout automatique pour des contenus culturels et des choses de qualité, parce que là, c'est un vrai point, je pense, d'avoir des versions linguistiques qui veulent dire quelque chose, mais quand il y a des opportunités vraiment sur l'IA, il faut juste bien savoir les utiliser et faire évoluer les métiers aussi de la traduction pour les utiliser au mieux. Voilà.
La langue de l'Europe, c'est l'interprétation. Est-ce que vous avez des questions? Oui, monsieur. Alors, Non, attendez. j'ai le micro alors. Ah, pardon. Allez-y, Alors monsieur. moi j'ai deux questions. La première sur l'écosystème, un qui manque à mon avis. On a fait Erasmus pour les étudiants, mais il n'y a pas d'Erasmus pour les professeurs. Ah non, attendez. Ce que je veux dire, c'est que vu Ah non, il y a du débat dans la salle. Là. vu la taille du marché américain, ça serait, et vu l'appauvrissement des universités en Italie, en France, dans beaucoup de pays européens, il serait temps que la politique de l'université, le financement de l'université soit traité beaucoup plus au niveau européen. Parce que c'est là, c'est là que aussi se créent les convergences, les créations de projets. Alors bien sûr qu'il y a des... Oui, c'est ça, c'est la première question. Deuxième question, l'Amérique qui attire les Français, les Allemands séparément, les uns contre les autres. Est-ce qu'on ne doit pas regarder la réalité en face et dire qu'on a peut-être intérêt à créer cet écosystème transatlantique contre, je dirais, d'autres écosystèmes non libéraux, autoritaires, antidémocratiques, parce qu'il y a aussi en Amérique je dirais une très grande force antidémocratique. Vous voyez à qui je fais allusion. Donc, est-ce qu'on n'a pas intérêt à arrêter de se voiler la face, vous la voilez pas, et de dire, maintenant, on constitue un espace culturel, politique, enfin je veux dire, et plus que ça, transatlantique, parce que de toute façon, nous regardons tous, les uns et les autres, vers l'Amérique. Alors autant y aller et le faire en coopération européenne. Donc deux questions liées à l'écosystème. La première, dans le cadre universitaire, et le deuxième sur plus de coopération transatlantique. Lauriane. Oui, alors merci pour ces deux questions. Donc pour commencer sur l'éducation, la réponse politicienne, c'est de vous dire, c'est pas une compétence européenne de dire ce que l'éducation doit être dans ces différents pays. Mais oui, mais si je peux répondre, donc au-delà de cette réponse politicienne, moi je pense que dans les faits, cette Europe de l'éducation, elle existe. Elle existe via Erasmus. Erasmus a changé la vie de millions d'Européens qui ont fait des rencontres, qui ont élargi leur savoir-vivre, leur savoir-être. Donc c'est vraiment une part constituante de tous les étudiants qui ont pu y prendre part. Et aujourd'hui, c'est pas seulement des étudiants qui peuvent y prendre part. Les professeurs, naturellement, y participent, mais on élargit aussi les profils, et donc ça doit être ouvert aussi à d'autres formes d'enseignement, et notamment, je pense à l'enseignement plus professionnel. Donc aujourd'hui, Erasmus, ça couvre bien d'autres domaines, et pas seulement l'éducation dans une université. Pour ce qui est de la coopération transatlantique, je pense que ça ne doit pas être notre affaire strictement à la Commission européenne, dans le sens où elle n'a pas à être financièrement soutenue, mais elle est très certainement encouragée, et elle existe. Coopérer, tisser des liens, c'est l'essence même, comme on le disait, des géants américains qui viennent produire localement en Europe. Et on connaît le succès de ces œuvres-là. Donc je pense que dans les faits, ça existe, et qu'il ne faut pas trop réfléchir, il ne faut pas être trop dogmatique sur le sujet. Ce n'est pas en théorisant, on n'a pas besoin d'un traité pour ça. Ce sont vraiment par la rencontre de professionnels et d'industriels du secteur que ces projets voient le jour. Je crois que Marco... Ce que vous dites est très intéressant, cette coopération atlantique, disons. Mais vous voyez, avant tout, il faudrait coopérer entre nous, en Europe. Et il faudrait donner la possibilité à des gens d'une qualité suprême, comme Johan Lecan, qui aujourd'hui est le patron de l'intelligence artificielle, un Français, intelligence artificielle avec Meta. Joshua Bengio, qui est le patron français de l'intelligence artificielle au Québec. Il faut tenir ce grand talent ici. Et le problème, c'est que ce qu'on voit, il y a une guerre, mais vraiment une guerre, pas avec des missiles, heureusement, on ne sait pas. Mais les meilleurs talents sont partis.
Et c'est là qu'il est vraiment grave la situation. C'est là que je dis coopérons avec nous. Parce que si on ne donne pas la possibilité à quelqu'un qui a du grand talent de faire quelque chose de très ambitieux, ils s'en vont. Marco, quand même, stop le fatalisme là, parce que là, ce dont vous parlez, c'est l'innovation, c'est la vague de l'innovation digitale. Et ça, je suis bien d'accord. Toute cette vague d'innovation, en gros, le digital, très certainement que l'Europe a en partie manqué le train et qu'on est aujourd'hui à courir après ceux qui font la course en tête. Pour autant, aujourd'hui, on sait que la vague d'innovation qui arrive, c'est ce qu'on appelle le deep tech. Le deep tech, ça ne veut pas dire technologie de pointe, ça veut dire deeply rooted dans la vie des gens. Non mais je comprends, mais attention, aujourd'hui, ça se trouve à s'appliquer, toutes ces technologies-là, elles trouvent à s'appliquer au cœur de la vie des gens, dans les produits qui vont changer l'agriculture, la manière dont on enseigne. Et ça, c'est très intéressant, parce que là, c'est maintenant que ça se passe, et des talents européens, des ingénieurs, il y en a. Donc il ne faut pas dire que tous les talents sont partis. Non, mais les meilleurs, oui. Vous savez qui a créé les deep tech? Les deep tech est Johan LeCun. Et maintenant, il a fait la deuxième vague du deep learning. C'est un Français, mais il l'a fait en Meta. Il habite à New York, entre New York et la Californie. Il faut éviter que ces grands talents s'en vont. Et pour faire ça, il faut créer un écosystème dans lequel ils se retrouvent. Quand on voit les patrons de Google et autres qui touchent 50 millions de dollars en bonus par an, et encore, je ne parle pas numéro 1, mais dans, on va dire, le top 10, top 20, je veux dire, il serait tiré dessus en Europe, avec, si des montants comme ça sortaient. Vous aviez... Monsieur. Oui, bonjour. Philippe Béret, vice-président du ME 92, mais surtout, ça fait 18 ans que je travaille dans le financement des médias et 13 ans dans le financement du cinéma. Donc vous ne serez pas totalement surpris que je sois assez remonté par le discours simpliste, caricatural et défaitiste de Jean Quatremer. Parce que je pense qu'on compare des choux et des carottes et qu'on poursuit une chimère. Netflix, c'est quoi ? C'est un opérateur qui fonctionne en langue anglaise, donc son marché est mondial. Donc on ne peut pas comparer avec un opérateur qui serait un opérateur unique européen, sauf à considérer qu'il n'opère que dans la langue anglaise. Ensuite, Jean Quatremer nous expliquait qu'aucun État membre n'accepte un leadership national. Pardon, mais dans les négociations entre les États-Unis et l'Union européenne sur les services audiovisuels, il y a un moment donné où le CNC français est allé chercher ses partenaires et homologues européens pour faire de ce qui était l'exception culturelle française une exception culturelle européenne et défendre le modèle culturel européen. Creative Europe est une amélioration par rapport à Média, parce qu'il y a de nouveaux outils, je vais me faire votre ambassadeur, puisqu'au-delà des subventions, maintenant, Creative Europe intervient aussi en capital risque, à travers la Banque européenne d'investissement et le Fonds européen d'investissement, en garantie, et donc peut soutenir des opérateurs dans ce secteur, et j'espère que vous allez le faire. La difficulté, me semble-t-il, ou le point faible, c'est qu'on est un peu dans le saupoudrage. Mais on est dans le saupoudrage parce qu'il faut servir tout le monde, il faut servir la diversité. Donc c'est un peu là où le bas blesse. En France, il y a des obligations de financement des opérateurs dans la production et dans la diffusion. On a vu que ça avait été étendu au niveau européen avec la nouvelle directive SMAD qui oblige maintenant les Netflix et consorts à investir également dans la production. Le sujet peut-être c'est d'étendre ces obligations à l'exploitation. Peut-être que... parce qu'en France, le cinéma européen a quand même sa place, même si elle est minoritaire. Je vais donner un exemple. On a financé Asbestas, un film franco-espagnol, coproduction minoritaire française. C'est le meilleur score de ce réalisateur espagnol en France depuis que ces films sortent en France. Et enfin, pour finir, parce que ça me paraît très important... en fait, Netflix, on parle de quoi? On parle d'un modèle économique. Et ce modèle économique, c'est quoi? C'est celui de la privatisation des droits. C'est-à-dire l'obligation pour les citoyens, pour accéder à la culture, de payer. Or, ce qu'il faut bien voir, c'est que derrière ce modèle économique, c'est une bataille culturelle qui se joue. Alors là où je rejoins par contre Jean Quatremer, c'est que notre difficulté et notre handicap, c'est le droit de la concurrence. C'est-à-dire que, effectivement, il y a deux marchés pour les opérateurs européens. Et lorsque la Commission examine une opération,
Elle l'examine sous le prisme de ce qu'on appelle le marché pertinent. Est-ce que le marché pertinent, c'est le marché européen ou c'est le marché mondial? Et accepter l'émergence d'un champion national qui serait un champion européen et qui pourrait combattre à armes égales avec Netflix, c'est fabriquer une entreprise qui va avoir un monopole à l'échelle européenne. Et c'est là la difficulté, elle est insoluble. Donc la seule solution en définitive, c'est la coopération, parce que, encore une fois, la devise européenne, c'est unie dans la diversité. Donc on ne peut pas faire la fusion TF1-M6 parce que ça obligerait, au nom de la concurrence et du refus des aides d'État, à abandonner TF1 ou M6. Mais par contre, rien n'empêche des opérateurs de s'unir pour offrir un bouquet à l'échelle européenne. Le cinéma européen a un public en France, le cinéma américain est plus puissant dans d'autres pays européens, mais ce n'est pas une fatalité. C'est une question de volonté politique, comme on l'a dit. Merci beaucoup pour cette intervention. Je ne comprends pas la question. Non, mais il y avait beaucoup d'éléments factuels. Oui, mais simplement, ça me fait toujours rire quand on dit que c'est un discours défaitiste. Vous savez, c'est un peu de considérer. C'est pas défaitiste, c'est juste la réalité. La réalité du marché actuel. Et vous savez, c'est comme de dire le 10 mai 40, nous perdons la guerre. Oui, nous perdons la guerre. C'est la réalité. Donc c'est pas défaitiste. Oui, voilà, c'est autre chose. Et moi, je dis qu'il faut combattre. Je ne dis pas le contraire, mais pour pouvoir combattre, il faut savoir exactement quel est l'état des lieux. Parce que actuellement, Poutine, me semble-t-il, ne sait pas particulièrement bien ce qui se passe sur le terrain. Il vaut mieux être informé pour pouvoir combattre. Donc c'est tout ce que je disais. Alors deuxième chose, quand même important sur l'exception culturelle. Pareil, j'ai vécu la bataille de l'exception culturelle. Franchement, les Français étaient isolés. Alors on a été chercher effectivement les autres et ils ont voulu nous faire plaisir. Mais on s'est battu en plus sur l'exception culturelle à un moment de toute façon où les Américains qui utilisaient leurs relais allemands, britanniques, etc. au sein de l'Union européenne venaient de comprendre que de toute façon l'exception culturelle n'était plus le sujet. Et nous, on combattait alors qu'eux, ils avaient déjà compris bien avant tout le monde, que c'est la question des plateformes qui se jouait et donc de l'accès, comme vous dites, non linéaire, c'est ça? Non linéaire. Ils l'avaient compris. Moi, je me rappelle encore la fin des années 90, alors qu'on était déjà, vous vous rappelez, au CD, le CD qui apparaissait sur les marchés, donc c'était début des années 90, donc 93, 94. Donc les CD. Et moi j'avais rendez-vous avec, un jour ils sont venus à Bruxelles avec tous les grands producteurs français de disques de 33 tours. Et les gars m'expliquant, mais je m'en souviens encore, qui m'expliquaient non, le CD n'a pas d'avenir. C'est le 33 tours qui a de l'avenir. Et vous les regardiez, vous dites mais vous êtes complètement malade. On est en 1992. C'est-à-dire c'est fini le 33 tours. Et donc j'avais, et je peux vous assurer, des gens qui représentaient le top de l'industrie nationale et qui n'avaient manifestement pas compris. Et j'ai entendu le même discours au moment de la dématérialisation des supports. Et disant ouais, mais tout ça, ouais. Alors, comment ça s'appelle le truc suédois là Apple Music, l'équivalent d'Apple Music, parce que moi, Spotify. Mais à l'époque, les Français, Spotify, les gens n'y croyaient pas une seconde. Alors ce qui est formidable avec les nouvelles plateformes, c'est finalement la libération des formats. C'est-à-dire que les séries, elles font 30, 40, 50, 2 heures, etc. Alors que le linéaire, c'est des formats de 26, 52, 90 minutes. Et c'est le problème du linéaire. Et là, on est dans une conférence en mode linéaire. C'est-à-dire qu'il se passe des choses après. Donc, depuis 3 minutes, on me fait stop, stop, stop. Donc, merci beaucoup, Marie-Isabelle. La dernière question. J'attendais la dernière question. Bernard Dufaux, Mouvement européen dans la forêt landaise. Question très rapide. Je suis désolé, c'est quelqu'un du mouvement européen qui met le bazar. Non, mais rapidement. Non, très simplement. Est-ce qu'on n'a pas un combat idéologique et culturel à mener? Parce que quand on entend à la fois les mouvements... Service d'ordre qui arrive sur vous, là. Ça y est, elle va attaquer. Non, les mouvements... Bon, on écoute les mouvements d'extrême droite, les mouvements d'extrême gauche, certains écologistes, et donc ce qu'on disait tout à l'heure, l'entreprise, le profit, le nucléaire, tout cela est extrêmement critiqué. Est-ce qu'on n'a pas un manque, les autres, un manque de combat idéologique sur ces sujets et combat culturel? Eh bien la réponse c'est oui. Merci monsieur.
Marie-Isabelle Cotte, directrice gérante d'Arte, Lauriane Bertrand, membre du cabinet de Maria Gabriel, Marco Landi, président de l'Institut Europia, et puis Jean Quatremer. Merci beaucoup pour votre intérêt.